Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkawi Khoutia. Bon, dans cette vidéo, on va voir l'aspect mathématique de l'algorithme SVM, Support Vector Machine, qui est un algorithme utilisé pour faire des classifications, bien sûr en machine learning. On a déjà vu dans des vidéos précédentes le principe général de l'algorithme et on l'a implémenté en Python avec un dataset pour l'entraînement qui était la classification des fleurs d'iris. Dans cette vidéo, on va parler du principe général de l'algorithme qui est à base mathématique. Déjà, on a dit que parmi les avantages de cette méthode, c'est elle peut faire de l'apprentissage sur un échantillon, c'est-à-dire un petit échantillon avec peu de données. Pourquoi? Parce que le principe de l'algorithme est basé sur des concepts mathématiques très solides. Donc on va essayer de voir ces concepts mathématiques utilisés dans l'algorithme SVM. Bon, on va se mettre dans le contexte avant de se lancer dans le détail du principe mathématique. Donc, on voudrait faire de l'apprentissage automatique supervisé. Donc, on s'intéresse au cas de classification. Donc, parmi les algorithmes de classification les plus populaires, les plus utilisés, il y a la méthode SVM. Donc, ça, c'est le plan général ou bien le processus de la mise en œuvre d'un algorithme de classification SVM. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Donc, entrons maintenant dans la notion de l'aspect mathématique des SVM. Donc, l'aspect mathématique utilisé dans la stratégie de l'algorithme SVM est très solide, car les machines à vecteurs de support, ou bien en anglais Support Vector Machine, sont une classe de méthodes d'apprentissage statistique basée sur le principe de la maximisation de la marge. C'est-à-dire, on crée une marge entre les classes, c'est-à-dire les différentes classes c'est-à-dire du dataset ou bien des données qu'on veut traiter. Donc, on voudrait séparer nos données en des classes. Donc, on va utiliser la notion de marge. Donc, il y a on va voir par la suite que veut dire une marge et comment on utilise cette notion de marge et comment on va la maximiser. Donc, il existe plusieurs formulations SVM. Il y a des formulations linéaires et des versions à noyau ou bien kernel qui peuvent être, c'est-à-dire qui peuvent s'appliquer sur des données séparables linéairement, c'est-à-dire les méthodes SVM peuvent être appliquées à des données qui sont séparables, c'est-à-dire linéairement, mais aussi elles peuvent être adaptées à des données qui sont en réalité non séparables linéairement, c'est-à-dire ils sont c'est-à-dire présentés de telle façon qu'ils sont très enchevauchés, c'est-à-dire on n'arrive pas à les classifier, à créer des frontières linéaires entre les données, parce qu'elles sont trop confuses. Mais il y a des stratégies mathématiques qui vont nous permettre de les séparer linéairement. Mais en général, les méthodes SVM sont des algorithmes de classification linéaire. Donc, quelles sont, premièrement, les initialisations à l'algorithme? Donc, on a un ensemble de données, c'est-à-dire des échantillons, des datasets ou bien des données d'entraînement. On veut séparer les données en classes avec des frontières, de telle façon que la distance entre les différentes frontières, c'est-à-dire les différentes données et les frontières, soit maximale. Cette distance est appelée marge. Donc, c'est la distance entre la frontière et les données des différentes classes. Donc, le fait que le principe de l'algorithme utilise la notion de marge, donc la SVM, bien les SVM sont des séparateurs à vaste marge ou bien à large marge. Leur nomination ou bien leur catégorisation, ce sont des séparateurs à vaste marge. Les vecteurs de support sont des données échantillons les plus proches de la frontière. Parce que selon le nom de l'algorithme s'appelle
support vector machine, bien vecteur support. Donc, les vecteurs de support, ce sont des échantillons les plus proches de la frontière. Donc, l'algorithme SVM, il utilise les vecteurs support pour créer cette frontière entre les différentes classes. Comment? On va le voir par la suite. Donc, la marge maximale permet à la frontière de bien s'adapter à de nouveaux données, ou bien à de nouveaux cas, c'est-à-dire des cas différents de ceux des données d'apprentissage, pour les classifier. Donc c'est cette frontière qui va être, c'est-à-dire, c'est le modèle, parce que c'est le modèle qui crée cette frontière. Donc c'est le modèle d'apprentissage qui va créer ce modèle, qui va nous aider, ou bien qui va aider la machine à apprendre sur un nouveau cas. Très bien. Donc les vecteurs de support sont les points de données échantillons les plus proches de la frontière. C'est le support que la SVM utilise pour construire la frontière entre les catégories ou bien les classes. Donc c'est grâce à ces vecteurs support que la SVM va déterminer la frontière optimale entre les différentes classes. Donc la frontière la plus éloignée de tous les points d'entraînement qui est optimale, elle a la meilleure capacité de généralisation. Parce que lorsque l'algorithme SVM va s'entraîner pour déterminer ces vecteurs support, c'est-à-dire, donc il va déterminer ces vecteurs support à partir de quoi? Bien sûr, à partir des points des données d'apprentissage. Pour qu'à la suite, en utilisant ces vecteurs support, il va déterminer la frontière maximale ou bien l'hyperplan maximal, ou bien optimal. La maximale, optimale. Donc, ces vecteurs support, il y a plusieurs vecteurs support. Donc, on va essayer de trouver ceux qui sont les plus proches de la frontière. Donc, la frontière la plus éloignée de tous les points d'entraînement, qui est optimale, elle a la meilleure capacité de généralisation. Que veut dire la meilleure capacité de généralisation? C'est lorsqu'on a un nouveau cas, on peut facilement le classifier. Donc, la marge maximale permet à la frontière de bien s'adapter à de nouveaux cas différents des données d'apprentissage. On l'a déjà mentionné. Donc en général, les SVM, comme je viens de le dire, est une généralisation des classifieurs linéaires. Donc c'est un classifieur ou bien un séparateur linéaire. Malgré qu'on a des cas où les données d'entraînement ou bien d'apprentissage sont non linéairement séparables, mais on va investir ou bien exploiter des concepts mathématiques très forts qui vont nous permettre de déterminer une frontière linéaire entre ces données, malgré qu'ils sont non linéairement séparables. C'est un des points forts de la méthode SVM, c'est-à-dire qu'elle exploite des concepts mathématiques très forts. Donc les SVM sont des séparateurs linéaires, c'est-à-dire la frontière séparant les classes, elle est linéaire. Donc lorsqu'on dit linéaire, c'est-à-dire c'est selon la dimension. Si on est dans la première dimension, c'est-à-dire 2D, donc le séparateur c'est une droite, on a une droite qui va ici, on a le cas de deux classes, la classification binaire. Donc, c'est une droite qui va séparer les deux catégories. Si on est dans le cas de 3D, 3 dimensions, donc c'est un hyperplan, bien c'est un plan. Lorsqu'on est dans n dimensions, c'est-à-dire supérieur à 3, donc c'est un hyperplan. Donc, en général, on dit un hyperplan d'une façon, c'est-à-dire qui récapitule tous les cas. Très bien. Donc, quand on manipule des données numériques, c'est-à-dire l'ensemble Rn par exemple, la SVM est dans un espace vectoriel de dimension finie n noté E. Donc, maintenant on va essayer de toucher ces aspects mathématiques de l'algorithme. Donc, on est dans un espace vectoriel de dimension n. Donc, on va noter cet espace vectoriel et noter E. Donc, un hyperplan est un sous-espace vectoriel de E de dimension n-1. Ainsi, dans un espace de dimension 2 par exemple, un hyperplan sera une droite. Dans un espace de dimension 3D, c'est un hyperplan, et ainsi de suite. Donc, soit un espace vectoriel E de dimension n. Donc, ça, c'est les notions mathématiques initiales. On a un espace vectoriel E, c'est-à-dire qui va contenir les différents points de données d'entraînement. Donc, un espace vectoriel E de dimension n. Donc, on a dit que le but de l'algorithme SVM, c'est de déterminer un hyperplan qui va être une frontière entre les différentes classes. Donc, mathématiquement, dans un espace vectoriel E,
l'équation caractéristique d'un hyperplan est de la forme h de x, donc c'est une fonction h de x, qui est égale à w1x1 plus w2x2 jusqu'à wnxn, qui est égal à w, c'est-à-dire on a un vecteur w, donc la transposée du vecteur w fois le vecteur x, qui est égal à 0. Les xi sont les variables d'entrée, c'est-à-dire c'est les futures, c'est les caractéristiques des différentes données d'apprentissage. Les wi sont des scalaires, c'est des scalaires qui rentrent dans la détermination de l'équation qui détermine mathématiquement un hyperplan. Donc un hyperplan, il a cette équation-là. Il est défini par l'équation h de x. Le x ici, c'est-à-dire donc cette fonction, elle est en fonction des xi qui sont les futures ou bien les variables explicatives des datasets ou bien des données d'apprentissage. Donc très bien, pour le moment on a un espace vectoriel. Cet espace-là, il va contenir l'ensemble des points de données d'apprentissage et on a l'équation qui caractérise ou bien qui détermine un hyperplan dans cet espace-là. Très bien. Donc par définition, on a le vecteur x qui est formé de xn jusqu'à xn qui appartient à cet espace vectoriel. Donc c'est un point qui est déterminé par ses coordonnées, les coordonnées x1 jusqu'à xn. Puis ici on peut noter x transposé qui est égal à x1 jusqu'à xn. Donc les deux notations sont bonnes. Ici c'est une notation vectorielle, ici c'est la transposée du vecteur. Et ça c'est vertical et ça c'est horizontal. Les deux notations sont mathématiquement correctes. Donc tout vecteur x qui a les coordonnées x1 jusqu'à xn appartenant à E, qui vérifie l'équation wtx, c'est-à-dire le produit scalaire entre le vecteur w, donc si c'est la transposée du vecteur fois x est égal à 0, appartient à l'hyperplan. Donc les points qui appartiennent à l'hyperplan sont tous les points x qui vérifient l'équation wtx égale à 0, c'est-à-dire le h de x est égal à 0 ici. Ok, parce que ça, la notation ici, c'est wt fois x, c'est-à-dire c'est la transposée du vecteur w, c'est qui est le vecteur poids, fois x, qui est égal à 0. Donc les points qui appartiennent à l'hyperplan, ce sont les points x qui vérifient l'équation wt fois x égale à 0, c'est-à-dire qui vérifient h de x égale à 0. Donc par exemple, si on est dans la dimension 2, on a w1x1 plus w2x2, et bien, ici c'est x2, j'ai oublié le x2, et bien l'équation caractéristique d'une droite vectorielle qui passe par l'origine, toujours ici, on remarque que les équations passent par l'origine, parce qu'on n'a pas ici un coefficient p qui s'appelle le biais, c'est égal à 0. En dimension 3, on a w1x1 plus wx2 plus w3x3 qui est égal à 0. Donc, les coordonnées xi qui vérifient l'équation h de x égale à 0 sont les points qui appartiennent à l'hyperplan. C'est-à-dire qui appartiennent, ici dans le cas de dimension, à cette droite. En cas de 3 dimensions, on a qui appartiennent à cette facette-là. C'est tous les points qui forment ce plan-là sans vérifier l'équation h de x égale à 0. La même chose pour l'hyperplan. Très bien. Donc, vous voyez ici que l'hyperplan, c'est-à-dire les points, normalement, l'hyperplan optimal qui est déterminé par l'algorithme SVM, c'est-à-dire la surface qui ne contient pas les points donnés. Elle sépare les points des données, c'est-à-dire elle sépare, vous voyez, ici en bleu et en rouge, ce sont les points des données d'apprentissage. On a ici, par exemple, dans le cas de deux classes, c'est-à-dire la classification binaire, ici le plan, il sépare les deux catégories, les bleus et les rouges. Normalement, le plan, c'est-à-dire dans le cas optimal, le plan qui sépare les deux points ne contient pas les points donnés. Parce que les points donnés sont situés à droite et à gauche de l'hyperplan. Donc c'est une frontière qui sépare les deux catégories. Bien. Donc, puisque les points h de x égale à 0, ce sont les points qui appartiennent à l'hyperplan, nous on voudrait que les points soient à droite ou bien à gauche de la frontière. Donc normalement on a deux cas. On a h de x supérieur à 0 et on a h de x inférieur à 0. Bien. Donc, on termine. De plus, un hyperplan sépare complètement l'espace vectoriel en deux parties distinctes. Donc je dis ici sépare complètement. C'est-à-dire les points de données d'apprentissage n'appartiennent pas
à cette frontière, mais ils sont situés à droite ou bien à gauche, parce que la frontière, qui est l'hyperplan, elle sépare les deux classes. Très bien. Donc ainsi, c'est pour ça que la SVM, pour qu'elle détermine ce plan-là, c'est-à-dire l'hyperplan optimal qui sépare les deux catégories, elle va utiliser les vecteurs supports. Les vecteurs supports contiennent des points de données, c'est-à-dire elles contiennent les points XI qui font partie des données d'apprentissage. Mais, c'est-à-dire, elle va contenir quelques points qui sont les points les plus proches de la frontière. C'est grâce à ces vecteurs supports que la SVM, avec des concepts mathématiques, va déterminer la frontière c'est-à-dire qui se trouve au milieu des deux vecteurs supports. Les vecteurs supports de la première catégorie et les vecteurs supports de la deuxième catégorie. C'est-à-dire en cas de la classification binaire. Vous voyez? Donc, parce que c'est vrai, l'étudiant peut se demander de dire, puisque le plan ici ne contient pas des points des données, c'est-à-dire des points des données d'apprentissage. Donc, comment on l'a formé? Très bien. On l'a formé parce que entre nos mains, c'est-à-dire vis-à-vis des données d'entrée, on a les XI qui sont les points des données d'entraînement, bien d'apprentissage. C'est-à-dire c'est les seules données qu'on a comme entrée. Mais on va déterminer un hyperplan qui ne contient pas ces points donnés, mais qui va séparer ces points donnés. Très bien. Donc comment on l'a obtenu? C'est grâce aux vecteurs supports. C'est les vecteurs supports qui sont formés à travers les points des données d'apprentissage. Parce qu'on a dit la définition des points supports, c'est quoi? Les points supports, on l'a déterminé ici, ce sont les points des données. Donc, ce sont des vecteurs qui contiennent les coordonnées des points de données d'apprentissage. Ils sont formés des données d'apprentissage. Les plus proches de la frontière, ce ne sont pas tous les points, ce sont les points les plus proches de la frontière. Très bien. Donc, on va créer deux frontières. Une frontière du côté de la première classe et une frontière du côté de la deuxième classe. De ces deux vecteurs supports, on va déterminer l'hyperplan optimal ou bien la frontière optimale qui va être au milieu de ces deux vecteurs supports. Donc, elle est déterminée à travers les vecteurs supports. Comment? Avec des concepts mathématiques. C'est ça le point fort, bien l'idée mathématique forte et solide de la méthode SVM. Elle détermine premièrement les vecteurs supports à partir des données d'entraînement et à partir de ces vecteurs supports, elle va déterminer la frontière optimale. Comment? Grâce au concept mathématique qu'on va voir par la suite. Très bien. Donc un hyperplan sépare complètement l'espace vectoriel en deux parties distinctes. C'est ça ici la notion de séparer complètement. C'est-à-dire qu'il ne contient pas des points, des données d'entraînement. Ainsi, une ligne droite sépare un plan de deux régions distinctes. En 3D, c'est le plan qui joue le rôle de séparateur. Il y a un demi-espace d'un côté du plan et un autre demi-espace de l'autre côté du plan, et ainsi de suite selon la dimension considérée. Donc ici, dans notre cas, pour mieux comprendre cette notion mathématique, on va considérer la classification binaire, c'est-à-dire le cas le plus simple est celui où les données d'entraînement viennent uniquement de deux classes différentes. Donc on va noter la classe plus 1 et moins 1. Donc on a deux classes, la classe plus 1 et la classe moins 1. Donc on parle de classification binaire. Donc on va considérer la classification binaire pour comprendre le principe de la SVM. Mais ça ne veut pas dire que la SVM s'applique qu'au cas de la classification binaire. Elle peut être appliquée au cas de la classification multiclasse. Donc l'idée des SVM est de rechercher un hyperplan optimal. Donc c'est une droite dans le cas de deux dimensions, un plan dans le cas de deux dimensions, c'est-à-dire c'est une droite dans le cas de deux dimensions, c'est un plan dans le cas de trois dimensions et c'est un hyperplan dans la dimension supérieure à 3. Donc l'idée de la SVM est de rechercher cet hyperplan optimal qui sépare au mieux les deux classes. Si un tel hyperplan existe, et normalement, c'est-à-dire selon une vérification, c'est-à-dire le concept mathématique, cet hyperplan existe et il est unique. Donc si un tel hyperplan existe, c'est-à-dire si les données sont linéairement séparables, on parle d'une machine à vecteur support à marge dure, ou bien à hard margin. Donc tout à l'heure, je vous ai dit à large marge, ou bien on dit à marge dure, c'est-à-dire en anglais hard margin. Donc, c'est-à-dire la SVM, puisqu'elle trouve ce plan,
cet hyperplan qui sépare les deux classes. Donc, on parle d'une machine à vecteur support, ou bien c'est une SVM à marge dure, ou bien en anglais hard margin, parce qu'elle crée ou bien elle trouve l'hyperplan optimal grâce à la maximisation de la marge. C'est ça le concept mathématique qui utilise les vecteurs support. Donc l'hyperplan séparateur est représenté par l'équation suivante. Donc l'équation, c'est ça, c'est h de x égale w1x1 plus w de x2 plus wnxn. D'accord? Qui est égal à 0. Normalement, c'est cette équation-là. Donc l'équation qui représente, bien qui formule l'hyperplan, c'est h de x égale wx1 jusqu'à wnxn. Bien. Maintenant, on remarque que ici, on n'a que les équations wi, les coefficients wi et les vecteurs xi. Maintenant, un hyperplan vectoriel, c'est-à-dire mathématiquement, il passe toujours par l'origine O. Mais dans notre cas, selon la présentation de nos données d'apprentissage, on voudrait s'en passer de cette condition. C'est-à-dire l'hyperplan ou bien les vecteurs support ne doivent pas passer, c'est-à-dire obligatoirement par l'origine. Donc on va essayer de faire, c'est-à-dire pour pouvoir réaliser la notion de l'hyperplan affine, donc pour cette raison, c'est-à-dire par le fait que standardement un hyperplan vectoriel passe toujours par l'origine, c'est pour cette raison qu'on utilisera un hyperplan affine qui n'a pas, quant à lui, obligation de passer par l'origine. Pour cela, on ajoute un paramètre biais qui s'appelle B. Donc, pourquoi, c'est-à-dire on a enlevé cette obligation que l'hyperplan passe par l'origine pour être plus proche du réel, selon bien sûr la présentation des données d'entraînement. Donc pour cela, on ajoute un paramètre biais B. Ainsi, si on se place dans Rn, dans l'ensemble des nombres réels, pendant son entraînement, le SVM calculera un hyperplan vectoriel d'équation h de x égale w1x1 plus wnxn plus b. Donc on a ajouté ce coefficient-là qui va être calculé bien sûr lors de l'apprentissage ou bien de la détermination du modèle. Donc égale la somme i allant de 1 jusqu'à n wixi plus b, ou bien c'est le produit scalaire entre la transposée du vecteur w fois x plus b. Donc B est un scalaire appelé biais, qui va nous permettre de travailler avec un hyperplan affine. Sa valeur est calculée lors de l'entraînement. Okay? Donc c'est l'algorithme SVM lors de son entraînement va déterminer ce B-là, bien sûr, en utilisant les données d'apprentissage. C'est-à-dire les données d'un dataset, par exemple. Et bien sûr, le W, c'est un vecteur qu'on appelle vecteur de poids, qui aussi est déterminé lors de l'apprentissage, ou bien lors de l'entraînement de l'algorithme. Donc ainsi, étant donné un hyperplan de vecteurs de poids W et de biais B, nous pouvons calculer si un point xk appartient à telle ou telle catégorie, ou bien à telle ou telle classe, grâce au signe de h de xk. Donc vous voyez, on a dit que les points qui appartiennent à l'hyperplan, ce sont les points qui vérifient h de x égale à 0. Maintenant, si on a un nouveau cas qu'on voudrait classifier, qu'on va noter xk, donc comment savoir s'il va appartenir à la classe moins 1 ou bien à la classe plus 1? Donc, en particulier, supposons qu'on assigne à tout point ici un label YK, c'est-à-dire une observation YK, qui vaut plus 1 si XK appartient à la première catégorie, égale à moins 1 si XK appartient à la seconde catégorie. Donc, si la SVM est correctement entraînée, on a toujours YI, HXI est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est la condition pour que, c'est-à-dire l'entraînement, il est correct. Donc, quand est-ce qu'on va dire que le XK appartient à plus 1 ou bien appartient à moins 1? Bien sûr, selon le signe de h de x. Donc, je vais récupérer ici le signe. Si h de x est supérieur ou égal à 0, donc x est à la catégorie 1, c'est-à-dire moins 1. Si h de x est inférieur à 0, donc x appartient à la catégorie 2 plus 1. Donc, c'est avec le signe de h de x qu'on va pouvoir classifier le nouveau point, le nouveau échantillon, ou bien à droite de la frontière, ou bien à gauche de la frontière. Très bien.
Donc, le but de la SVM, lors de l'entraînement, est donc de trouver un vecteur de poids W. Donc, on doit trouver ces paramètres-là. Il y a le paramètre W qui est le vecteur poids, et il y a le biais B. Bien sûr, on va calculer W et B en utilisant bien sûr, les données d'entraînement qui sont les XI et les YI. Les XI sont futures ou bien les variables explicatives et les YI sont les labels ou bien les cibles ou bien l'observation. Ok? Donc, pour tout XI de label YI appartenant aux données d'entraînement, YIH de XI est supérieur ou égal à 0. C'est avec cette équation qu'on va essayer de déterminer les paramètres du modèle. Autrement dit, donc, trouver un hyperplan séparateur optimal entre les deux catégories, c'est ça le but de la SVM. Mais normalement, c'est-à-dire si on va voir visuellement, il existe plusieurs hyperplans qui peuvent séparer ces deux frontières. Mais le but de la SVM, parce que c'est un processus itératif, elle va essayer de s'entraîner itérativement de telle façon à trouver l'hyperplan maximal ou bien optimal. Donc la question qui se pose maintenant, quel est cet hyperplan maximal ou bien optimal? Comment on va le choisir? Bien sûr, avec les concepts mathématiques. Donc ces deux images visualisent cette idée-là. Donc par exemple, on remarque ici qu'on est, c'est-à-dire dans le cas où on va considérer deux caractéristiques, on a y égale à x, donc ça passe par l'origine. Donc pour un ensemble de points linéairement séparables, dans notre cas on a deux points linéairement séparables, on a des moins et des plus ici. Donc il existe une infinité d'hyperplans séparateurs. On peut avoir plusieurs façons de séparer. On va essayer de comment dirais-je, de faire mouvementer les droites. Donc on peut c'est-à-dire il y a plusieurs directions pour pouvoir créer cet hyperplan. Bien, puisqu'il y a une infinité d'hyperplans, mais nous on voudrait déterminer un seul hyperplan, une seule frontière qui va nous permettre de classer un nouveau cas. Donc, l'hyperplan optimal, ici dans notre cas qui est tracé en rouge, c'est la frontière avec la marge maximale. Donc l'hyperplan, c'est l'hyperplan qui c'est-à-dire qui permet de trouver la marge maximale. C'est quoi la marge maximale? Et cette marge, c'est entre quoi et quoi? Donc les échantillons entourés sont des vecteurs supports. Donc la marge maximale, c'est quoi? C'est la distance entre les deux vecteurs supports. Donc on a dit que les vecteurs supports, ce sont des vecteurs qui sont déterminés à partir des points d'apprentissage. Donc on va déterminer des vecteurs supports pour la catégorie 1 et des vecteurs supports pour la catégorie 2. C'est lors de l'apprentissage. Et on va essayer de maximiser la distance entre les deux vecteurs. Donc l'hyperplan qui maximise cette marge, c'est ça l'hyperplan optimal. Vous voyez? Donc c'est ça la notion de marge maximale. Donc la SVM est un algorithme qui détermine un hyperplan maximal. Comment? En maximisant la marge qui est la distance entre les deux vecteurs supports. Donc premièrement, le processus de l'algorithme SVM, il détermine les vecteurs supports en utilisant bien sûr les XI et les YI des données d'apprentissage. Une fois les vecteurs supports trouvés, il va essayer de maximiser la marge entre ces deux vecteurs pour déterminer la frontière ici en rouge qui est l'hyperplan optimal, et c'est cette frontière qui va nous permettre de classer un nouveau cas. Parce que vous voyez que cette frontière en rouge, elle sépare les deux classes d'une façon, c'est-à-dire, comment dirais-je, d'une façon correcte. Pourquoi? Elles ne sont pas ni trop éloignées, ni trop proches. C'est médian. Bien. Donc, le vecteur d'entrée x dans un espace Rn, les xi sont des variables numériques, donc qui appartiennent à Rn, est muni d'un produit scalaire, parce qu'on a wi.xi. C'est un produit scalaire entre le vecteur w, le vecteur des poids, et le vecteur xi, qui est le vecteur des données, des variables explicatives. Donc le vecteur donné xi qui appartient à Rn muni du produit scalaire, ça c'est des données mathématiques. On se limite pour l'instant à un problème de classification, bien on dit classification
Et dans quelques références, on trouve le mot discrimination, c'est toujours juste, ou bien séparation. Donc, euh, comme je le rappelle, on est dans le cas d'une classification binaire, c'est-à-dire deux classes. C'est-à-dire qu'on a les Y, il appartient à plus 1 ou bien moins 1. Donc les SVM sont utilisés pour prédire la valeur numérique d'une variable Y, une nouvelle variable Y, bien sûr grâce au modèle d'entraînement. Le modèle d'entraînement, c'est le modèle qui va contenir le vecteur poids W et le biais B. Donc, la résolution de ces deux problèmes passe par la construction d'une fonction h qui a un vecteur d'entrée x, l'input, avec qui on va lui faire correspondre une sortie y, le output. Donc on a y égale h de x. Donc c'est ça l'équation de notre modèle, y égale h de x. Donc en général, y égale wt à transposer de tx plus b ici. On a vu que la notion du biais, c'est pour pouvoir avoir un hyperplan affine. Bien. Maintenant, donc si h de x égale à 0, donc l'hyperplan, c'est l'hyperplan optimal, donc c'est la frontière de décision, elle est appelée aussi hyperplan séparateur. Donc c'est l'hyperplan optimal. Parmi plusieurs hyperplans qui vont être, qui vont être construits itérativement dans le processus de la SVM, et comme résultat, elle va nous donner la frontière optimale, le meilleur hyperplan entre les différents hyperplans construits. Donc on appelle ça l'hyperplan séparateur. Il a comme équation h de x égale à 0. Maintenant, les points qui appartiennent aux deux classes sont les points qui vérifient les inéquations h de x supérieur égal à 0, donc x appartient à plus 1 ou bien moins 1, h de x inférieur égal à 0, donc x appartient à moins 1. Donc c'est une des deux catégories. Si la catégorie 1 c'est moins 1, donc c'est moins 1. Si c'est plus 1, c'est plus 1. L'essentiel, si h de x supérieur égal à 0, donc x appartient à la première classe. Si h de x inférieur égal à 0, c'est-à-dire le sinon, la négation de la première inéquation, donc x appartient à la deuxième classe. Maintenant, le but de l'algorithme, c'est toujours, c'est-à-dire le but de l'algorithme d'apprentissage supervisé du SVM est d'apprendre la fonction h de x par le biais d'un ensemble d'apprentissage ou bien d'un dataset. Donc on cherche l'hyperplan maximal ou bien optimal qui maximise la marge. Donc l'hyperplan qui maximise la marge est donné par h de x égale à 0. Donc il s'agit de trouver donc, h de x égale à 0 avec le h de x égale wtx plus b. Donc il s'agit de trouver, c'est-à-dire pour déterminer le modèle d'apprentissage, la SVM va calculer dans son algorithme, va trouver les valeurs du vecteur W, le vecteur poids, et du biais B. Bien sûr, en remplissant ces conditions, la condition h de x égale à 0, afin de déterminer l'équation de l'hyperplan séparateur. Très bien. Donc, considérons deux échantillons x1 et x2. Ici, on va considérer un cas où on va considérer que deux variables explicatives, x1 et x2, c'est-à-dire deux caractéristiques de l'observation, y. Donc, le problème SVM peut être formulé comme suit. Wtx1 plus b égale à plus 1, Wtx2 plus b égale à moins 1. Donc, on a deux équations. L'équation concernant la catégorie plus 1 et l'équation concernant la catégorie moins 1. Okay? Ici, h de x1 qui est égal à wtx1 plus b. Ici, c'est h de x2, la deuxième variable, wtx2 plus b égale à moins 1. Très bien. Donc, on va essayer de combiner les deux équations. Donc, on a yi, parce que ici, le plus 1 et le moins 1, c'est yi. Donc, ici, c'est yi égale à moins 1. Ici, c'est yi égale à... Ici, c'est y égale à plus 1. Ici, y égale à moins 1. Donc, en combinant les deux équations, on va obtenir une équation yi fois xi plus b, elle est supérieure ou égale à 1. Quel que soit i allant de 1 jusqu'à n, avec n, c'est la dimension du dataset, de l'échantillon. Donc, vous voyez que c'est ça, c'est-à-dire l'équation qui combine les deux, c'est l'équation qui combine les deux équations. Bien. Donc, si on va faire la substitution entre les deux équations et prendre, c'est-à-dire pour avoir une nouvelle équation, on va faire la soustraction entre la première équation et la deuxième équation. Ça, c'est-à-dire on va faire des manipulations mathématiques pour pouvoir obtenir la formule de la marge. Pourquoi? Parce qu'il faut déterminer la formule de la marge. Parce que ici, on a les équations des deux vecteurs supports. Ça, c'est l'équation du vecteur support à droite et ça, c'est le vecteur support à gauche de la frontière.
Maintenant, on voudrait savoir la formule de la marge qui va être bien sûr déduite des deux formules, de ces deux formules. Donc, on va essayer de faire une substitution en faisant 1 moins 2. Donc, 1 moins 2 va nous donner WTX1 moins X2 égale à 2. Parce que 1 moins 2, donc on va essayer de faire WTX1 plus B moins WTX2 plus B. Avec le moins, c'est moins B. Donc, L plus 1 avec moins 1, c'est plus 1. Donc, ici, on a 2. Donc, on va avoir WTX1 moins X2 égale à 2. Parce que ici, le B va disparaître. Pourquoi? Parce qu'on a plus B moins B, c'est 0. Ici, WTX1 moins WTX2. Donc, on va prendre WT comme, c'est-à-dire facteur en commun. Donc, c'est WT fois X1 moins X2. Et plus 1 moins 1, c'est plus 2. Donc, on va avoir WT fois X1 moins X2 égale à 2. Ça, c'est-à-dire la substitution entre 1 et 2. On va diviser. Toujours, c'est des manipulations mathématiques correctes. Donc, dans cette équation-là, on va diviser sur le même nombre. Donc, le même nombre, c'est quoi? C'est la norme de W, la norme du vecteur W. Donc, on peut faire ça parce que la norme, elle est positive. On peut faire cette division-là. Elle est différente de 0. Donc, on divise les deux membres par la norme W, bien sûr, pour obtenir la formule de la marge. Donc, on a WT sur la norme de T fois X1 moins X2 égale 2 sur la norme de W. Donc, mathématiquement, cette formule-là à gauche, c'est-à-dire le premier élément de l'équation, ça, c'est la formule de la marge. Mathématiquement, c'est la formule de la marge qui dépend de la norme, bien sûr, du vecteur poids W. Donc, ça, c'est la marge. Donc, on a la marge, elle est égale à 2 sur la norme de W. Vous voyez, on a simplifié la formule de la marge en faisant cette substitution-là entre les deux équations des vecteurs supports. Donc, vous voyez qu'on est en train d'utiliser les formules des vecteurs supports. Bien. Donc, par substitution, on a trouvé que la marge est égale à 2 sur la norme de W. Donc, l'objectif de la SVM est de maximiser la marge. Donc, cette marge-là, c'est quoi? C'est la distance entre les deux vecteurs supports qui ont comme formule mathématique ces deux équations. WTX1 plus B égale à plus 1, c'est le premier vecteur support de la catégorie plus 1. Et WTX2 plus B égale à moins 1, c'est la formule du vecteur support, c'est-à-dire de la catégorie moins 1. Donc, puisque son but c'est de maximiser la marge, donc son but c'est de maximiser cette formule-là qui est 2 sur la norme de W. Donc, on peut faire toujours avec des manipules mathématiques correctes, on peut prendre l'inverse du rapport, donc c'est minimiser la norme W au carré sur 2. Donc, le fait de maximiser 2 sur la norme de W revient à minimiser la norme au carré sur 2. Donc, c'est équivalent. Donc, ça, c'est le schéma qui montre cette notion de vecteur support. Donc, vous voyez ici qu'on a les deux variables, c'est-à-dire les deux variables caractéristiques x1 et x2. Donc, vous voyez que les deux vecteurs support ici en bleu, ce sont c'est-à-dire, vous voyez qu'ils contiennent des points qui appartiennent aux données d'entraînement. Et vous voyez que la frontière, c'est-à-dire l'hyperplan optimal qui se trouve au milieu des deux vecteurs support, il ne contient pas les points d'apprentissage. Vous voyez, il sépare les points d'apprentissage. Il ne va pas contenir les points d'apprentissage. Les points d'apprentissage sont contenus dans les vecteurs supports. C'est pour ça que l'algorithme est basé sur la notion de vecteur support. Parce que c'est grâce au vecteur support, ici, qu'on va déterminer cet hyperplan qui sépare les deux catégories de points, bien sûr, en maximisant la marge qui sépare ces deux vecteurs supports. Et cette marge, on a trouvé sa formule, c'est 2 sur la norme de W. W, c'est un vecteur poids qui va être déterminé dans l'apprentissage, bien dans l'entraînement. Donc, vous voyez que c'est ça la notion mathématique des vecteurs supports. On détermine les vecteurs supports en utilisant les données d'entraînement. Donc, on aura plusieurs vecteurs supports, c'est-à-dire, parce que c'est itératif. Dans le processus, on va avoir plusieurs vecteurs supports. À la fin, on aura les vecteurs supports qui contiennent les points les plus proches de l'hyperplan. Vous voyez? Ça, le premier vecteur support qui contient les points bleus de la catégorie 1. Et ça, c'est le vecteur support qui contient les points rouges de la catégorie 2. Et la marge, c'est la distance qui sépare les deux vecteurs. C'est cette marge-là qui va déterminer l'hyperplan qui est, c'est-à-dire au milieu des deux vecteurs supports. Bien. Donc,
Toutes ces notions-là, puisque notre but c'est de maximiser une marge, mais on va la maximiser, parce que la marge, on l'a obtenue comment? Grâce au vecteur support, grâce à ces deux équations-là. Ok? Donc, notre but c'est quoi? L'objectif. On voudrait maximiser ici, ou bien minimiser, c'est-à-dire c'est kiff-kiff. On voudrait maximiser cette marge qui est sous forme de 2 sur W, c'est-à-dire le nombre de W, à condition d'avoir ces deux vecteurs support. WTX1 plus B égale à plus 1 et WTX2 plus B égale à moins 1. Donc, c'est-à-dire avec cette explication, bien avec cette terminologie explicative, on est dans le cadre d'un problème d'optimisation. Parce qu'on sait que la définition d'un problème d'optimisation, c'est quoi? C'est avoir une fonction objective sous des contraintes. Donc les fonctions objectives, c'est ou bien une maximisation ou bien une minimisation, sous des contraintes. Ok? Donc dans le cas, donc c'est-à-dire en conclusion, après tout ce détail, on est dans le cas d'un problème d'optimisation, premièrement convexe, parce qu'on a des problèmes ici, des équations linéaires, et bien sûr on a comme objectif une équation quadratique. Donc on est dans le cas d'une optimisation convexe, mono-objectif, on a un seul objectif. Donc très bien, on se situe. Donc c'est toujours bien l'étudiant, lorsqu'il est en face d'une problématique, il doit toujours se situer dans le contexte. Pourquoi? Pour pouvoir savoir quel modèle utiliser, quel algorithme utiliser, c'est-à-dire quel bagage théorique utiliser. Donc par ce détail-là, on est arrivé à dire que la SVM résout un problème d'optimisation. Donc la SVM, c'est une méthode d'optimisation qui résout un problème d'optimisation. Quel est le type de ce problème d'optimisation? Parce que selon le type, il y a les méthodes et les algorithmes, c'est-à-dire qui existent. Donc, puisque c'est un problème d'optimisation, il est convexe, il est mono-objectif et il est quadratique. Pourquoi on a dit que c'est un problème convexe, mono-objectif, quadratique, sous des contraintes linéaires? Donc, premièrement, il est convexe parce que l'espace de recherche il est convexe. On a ici des contraintes linéaires. Et puis, on a ici la fonction objective, elle n'est pas linéaire, c'est une fonction objective quadratique, selon sa formule. On a ici la norme au carré, parce qu'on a pris le cas de minimisation. La fonction objective, elle est quadratique, mais les contraintes sont des contraintes linéaires. Donc c'est un problème mono-objectif parce qu'on a un seul objectif, mais c'est un problème d'optimisation non linéaire, parce que si la fonction objective elle est non linéaire, donc automatiquement le problème il est non linéaire. Donc on peut dire que c'est un problème difficile quand même. Donc le problème d'optimisation, bien sûr, on a un cas de minimisation. Donc automatiquement, une fois qu'on a cette formulation-là, on a le modèle d'un problème d'optimisation. Donc il y a plusieurs algorithmes pour résoudre un problème d'optimisation quadratique. C'est-à-dire dont la fonction objective elle est quadratique. Donc on va essayer de détailler les notions, bien les paramètres du problème. On a premièrement le n qui est la taille de l'ensemble d'apprentissage, c'est-à-dire la taille du dataset, par exemple, un dataset qui contient 1000 échantillons. Donc n égale à 1000, par exemple. Donc n est la taille de l'ensemble d'apprentissage. Les y et i sont les labels, on appelle ça les labels, ou bien les targets, ou bien les observations, ou bien les cibles, ou bien les sorties, les outputs. On a ici les x, y sont les variables explicatives, ou bien les futures, ou bien les entrées, c'est-à-dire les inputs. Et on a bien sûr le k, qui est le nombre de colonnes, c'est-à-dire les variables explicatives, la taille de l'échantillon, c'est-à-dire la dimension des vecteurs de données. Par exemple, si on a 9 caractéristiques, donc k égale à 9. On peut avoir 10, 20 selon le problème. C'est-à-dire pour chaque observation, on a des caractéristiques. Donc k, c'est le nombre des caractéristiques. Donc c'est le nombre, c'est-à-dire c'est la dimension du vecteur x. Bien. Maintenant, le k ici, le b, bien sûr, c'est le vecteur b, c'est-à-dire qui a permis d'avoir une notion d'un hyperplan affine, c'est-à-dire qui ne passe pas obligatoirement par l'origine. Bien. Donc, ce problème d'optimisation, on va le résoudre avec plusieurs méthodes d'optimisation. Donc, pour résoudre un problème d'optimisation, il existe plusieurs méthodes. Entre autres, il y a la méthode des multiplicateurs de Lagrange. C'est-à-dire, on peut toujours proposer d'autres méthodes. Parce que le fait qu'on est arrivé à déterminer que l'objectif de la SVM, c'est le fait de résoudre ce problème d'optimisation. Donc ici, l'étudiant-chercheur, il peut, par le fait qu'il a dans ses mains un problème d'optimisation, donc il peut utiliser toutes les méthodologies d'optimisation qui existent. Mais, c'est-à-dire actuellement, dans les références bibliographiques, on a utilisé, parmi ces méthodes-là, les méthodes des multiplicateurs de Lagrange. Donc, pour résoudre ce problème, on utilise
la notion du primal et du dual. Le primal du mode de cet algorithme, de ce problème, et son dual. Donc on se place désormais dans le cas où le problème est linéairement séparable. Donc on a dit que l'SVM, on a deux cas. On a les cas où les données sont linéairement séparables et on a le cas où les données sont non linéairement séparables. Donc on va premièrement parler du cas où les données sont linéairement séparables et puis on va passer au cas où ils sont non linéairement séparables. Donc le cas le plus simple, le plus facile, c'est lorsque les données sont linéairement séparables. Donc même dans ce cas simple, le choix de l'hyperplan séparateur n'est pas évident. C'est-à-dire, même dans le cas où les données sont présentées de telle façon qu'ils sont linéairement séparables, mais ça reste toujours un problème difficile à résoudre. Donc il existe en effet une infinité d'hyperplans séparateurs dont les performances en apprentissage sont identiques, mais dont les performances en généralisation peuvent être très différentes. C'est-à-dire ici, le fait de déterminer ces hyperplans, chaque hyperplan, il est en train de séparer les catégories, c'est bien. Mais on voudrait trouver l'hyperplan optimal c'est-à-dire qui peut être général. Que veut dire général? Qui va déterminer un modèle qui va aider la machine à apprendre un nouveau cas. Lorsqu'il y a un nouveau cas, c'est-à-dire elle va le classer d'une façon bien, d'une façon optimale. C'est-à-dire que le nouveau cas doit être bien classé. Comment? En prenant parmi cette infinité d'hyperplans l'hyperplan optimal. Donc je récapitule. Donc il existe en effet une infinité d'hyperplans séparateurs qui vont séparer les deux catégories. C'est bien. Mais c'est pas tous ces hyperplans sont bien pour une nouvelle classification. C'est pour ça qu'on voudrait déterminer l'hyperplan qui va nous permettre la généralisation. Que veut dire la généralisation? C'est un hyperplan qui est toujours valable pour classer un nouveau cas. Et bien sûr, le classer bien, c'est-à-dire cet élément doit être bien classé grâce à ce modèle-là, bien à cet hyperplan. C'est-à-dire le fait de dire modèle, parce que c'est le modèle mathématique qui va déterminer l'hyperplan. Donc la SVM va apprendre, en utilisant les données d'apprentissage, elle va déterminer le modèle qui va lui permettre d'apprendre sur un nouveau cas. Donc c'est pour ça que notre but est de trouver l'hyperplan optimal. Donc c'est l'hyperplan qui a la capacité de généraliser la classification. Donc pour résoudre ce problème, il a été montré qu'il existe un unique hyperplan optimal défini comme l'hyperplan qui maximise la marge entre les échantillons et l'hyperplan séparateur. Donc, il est montré que la capacité des classes d'hyperplans séparateurs diminue lorsque leur marge augmente. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est cette notion, bien cette relation-là qui nous a permis de déterminer le problème d'optimisation, c'est-à-dire qui est la maximisation de la marge sous les contraintes ici c'est-à-dire des vecteurs supports. Donc, ça, c'est la marge et ça, c'est les vecteurs supports. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que le SVM, son nom, c'est Vector Support Machine. Le fait qu'elle utilise, c'est-à-dire les vecteurs supports pour pouvoir maximiser la marge. Donc, les vecteurs supports, comment ils sont formulés, captés mathématiquement avec leur formule là, c'est-à-dire c'est ça, le vecteur support. Vous voyez? Ça, c'est le vecteur support de la classe 1, ça, c'est le vecteur support de la classe 2. Il est utilisé ici pour maximiser la marge. Très bien. Donc, on n'est pas loin de l'idée générale. On maximise une marge en utilisant les vecteurs support. Donc, l'hyperplan, il est déterminé grâce aux vecteurs support. Donc, l'important dans la SVM, c'est les vecteurs support. Parce que c'est grâce à ces vecteurs-là qu'on détermine l'hyperplan maximal. Donc, avec bien sûr les multiplicateurs de Lagrange, la méthode des multiplicateurs de Lagrange, on détermine le primal et dual de chaque... c'est-à-dire de chaque primal et dual pour pouvoir les résoudre. Donc, dans le cas des données qui sont linéairement séparables, on a le problème primal, c'est ça le problème. Bien sûr, les LP sont c'est-à-dire les alpha, c'est les multiplicateurs de Lagrange. Ici, les LP, parce que j'ai emprunté cette formule, normalement, ce sont les YP, c'est-à-dire c'est les labels. Les L ici sont les labels. Les alpha I sont les multiplicateurs de Lagrange. Donc les alpha I sont les multiplicateurs de Lagrange. J'ai oublié ici de mentionner les alpha I. Donc les alpha I sont les multiplicateurs de Lagrange. Bien sûr, on sait que la méthode des multiplicateurs de Lagrange utilise les dérivées partielles. Donc on a ici, donc c'est une formule. Pour que l'étudiant le comprenne bien, il doit réviser la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Je vais par la suite préparer une vidéo sur cette méthode pour voir comment on a obtenu cette formule-là. En utilisant bien sûr les dérivées partielles. Et bien sûr, ça c'est le primal, ça c'est le dual. Le primal c'est une minimisation, le dual c'est une maximisation.
Donc, le SVM va utiliser la résolution du primal et du dual en utilisant bien sûr la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Ça, ce sont les notions mathématiques qui sont derrière la fonction, bien le modèle SVM prédéfini dans par exemple la bibliothèque scikit-learn de Python. Mais ça n'empêche que l'étudiant, en comprenant ces différentes étapes mathématiques de l'algorithme, il peut faire une programmation individuelle. Et c'est le meilleur dans le cas de la recherche parce qu'il peut pour pouvoir maintenir son programme et bien sûr pour pouvoir apporter des améliorations à l'algorithme. Donc lors de son entraînement, la SVM veut trouver les W et les BI, les WI et les B pour déterminer le modèle d'apprentissage. Donc vous voyez ici qu'on doit déterminer les paramètres W et le B. W qui est le vecteur poids et le B qui est le biais. Donc si alpha x sont les multiplicateurs de Lagrange sont supérieurs à 0, alors les xi est un vecteur, le xi, c'est-à-dire obtenu en cas où alpha i supérieur à 0, le xi obtenu est un vecteur de support. Lorsque les alpha i sont égales à 0, alors les xi ne sont pas des vecteurs de support. Ça, c'est une alternative utilisée pour déterminer les vecteurs de support. Donc le SVM va déterminer plusieurs vecteurs de support jusqu'à arriver au vecteur support qui est le plus proche, qui contient les points plus proches de la frontière. Maintenant, ça c'est dans le cas où les fonctions sont, c'est-à-dire linéairement séparables. Maintenant, on va parler de la notion du noyau, ou bien en anglais le kernel. Dans cette formule-là qu'on vient de voir, okay, on va essayer de, on va voir qu'il y a, bien sûr, de la formule ici, la formule du dual. Ici, c'est le problème primaire, c'est le premier dual. Vous voyez ici qu'il y a la notion de ça, alpha i, alpha j, y, j, xi fois xj. Cette notion-là, cette formule, cette expression mathématique, ça s'appelle le kernel, bien fonction kernel, le noyau, bien kernel function, bien fonction noyau. Donc la fonction noyau, elle apparaît dans cette formule-là. Donc en général, lorsqu'on est dans le cas des problèmes ou bien des données linéairement séparables, c'est ça la fonction noyau, c'est le produit scalaire entre le xi et le xj. Mais dans le cas où c'est-à-dire les fonctions ou bien les données sont non linéairement séparables, donc ça devient une fonction noyau qui est la fonction qu'on va noter k, qui est en fonction de xi et xj, mais ce n'est pas le produit scalaire xi fois xj. Le produit scalaire xi fois xj, c'est dans le cas où les données sont linéairement séparables. Dans le cas où ils sont non linéairement séparables, elle va prendre une autre formule qui est en fonction d'une fonction qu'on va appeler phi. C'est phi de xi fois phi de xj, c'est-à-dire le produit scalaire entre phi de xi et xj. C'est quoi le phi? C'est une relaxation. Donc, c'est une fonction de relaxation. Comment? Pourquoi on a utilisé cette relaxation? Donc, l'idée, ça s'appelle l'idée du noyau ou bien l'idée de l'astuce du noyau. Donc, l'idée de l'astuce du noyau, ou bien kernel trick en anglais, est de reconsidérer le problème dans un espace de dimension supérieure ou bien éventuellement infini. Donc on va se projeter dans un nouveau espace qui est de dimension supérieure à l'espace actuel. Cette idée-là, c'est-à-dire mathématiquement, cette définition, c'est une relaxation. Comme son nom l'indique, relâcher quelque chose, c'est-à-dire étendre quelque chose. C'est-à-dire en littérature française, relaxer, bien relâcher, c'est étendre, c'est développer. Donc la relaxation, c'est le fait de travailler ou bien on est dans une dimension et on va se projeter dans une dimension supérieure. C'est ça la notion du kernel noyau. Donc, on se dit, pourquoi cette relaxation? Très bien. C'est pour pouvoir, parce qu'on a dit que l'astuce du noyau, elle est utilisée dans le cas où les données ne sont pas linéairement séparables. C'est dans le but de les séparer linéairement. Parce qu'en fin de compte, la SVM, ce sont des séparateurs linéaires. C'est-à-dire, elle sépare les classes par des frontières linéaires. Mais si on a des données qui se présentent d'une façon, c'est-à-dire très chevauchée, de telle façon qu'il est difficile de les séparer linéairement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le truc du noyau, ou bien kernel trick. On va essayer de prendre le même problème, de le relâcher, de le projeter vers une dimension supérieure pour pouvoir trouver cette séparation linéaire. Donc, récapitulons. Mathématiquement, le fait de se projeter dans une dimension supérieure, ça s'appelle une relaxation. Donc, cette relaxation, comment elle est définie mathématiquement? C'est avec la fonction phi. Pardon. La fonction phi qui est une fonction qui va, c'est-à-dire
détermine le fait de projeter les données d'un espace de dimension n vers un espace de dimension supérieure à n. Par exemple, on est dans la dimension 2D, on se projette vers la dimension 3D, par exemple. Donc, la question qui se pose, comment trouver cette fonction noyau? Donc, on a compris le principe, mais comment on va c'est-à-dire la déterminer? Bien. Maintenant, avant de terminer sur la notion mathématique, je vais essayer de vous expliquer d'où vient cette idée, cette notion d'astuce de noyau. Parce que quand même, c'est une intelligence. Ici, on a utilisé de l'intelligence. Et on sait que la machine, bien le machine learning, l'apprentissage, c'est-à-dire ou bien l'IA, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on voudrait rendre la machine intelligente. L'intelligence, c'est une caractéristique de qui? De l'être humain. Donc on voudrait que la machine simule l'être humain, c'est-à-dire elle se comporte comme l'être humain. Donc c'est sûr que ces algorithmes-là, les idées des différents algorithmes utilisés par la machine, le computer ou bien le laptop, les différents algorithmes, leur idée de base, elle vient d'un comportement humain, c'est sûr et certain. L'idée de tout algorithme c'est-à-dire l'origine de cette idée-là, c'est du comportement humain. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence simulée de l'intelligence humaine. Donc, on va la capturer ici. Comment? Cette astuce du noyau, le fait d'être, c'est-à-dire pour pouvoir séparer les classes, bien les données en deux classes linéairement séparables, malgré qu'ils sont présentés d'une façon non linéairement séparable, elle vient de cette idée-là. J'ai essayé ici de la résumer. Donc, elle vient bien sûr du comportement humain de nos mamans, de nos papas et de tout le monde. Donc, l'astuce du noyau vient d'un comportement humain qu'il utilise dans sa vie quotidienne. Par exemple, si on a par exemple un tas de graines, on a des graines qu'on voudrait nettoyer, par exemple du riz ou bien du blé qui est, c'est-à-dire mélangé avec c'est-à-dire avec d'autres déchets. Nos mamans, qu'est-ce qu'elles faisaient? Ils essayaient de séparer les grains, les bonnes graines des déchets. Comment? En faisant des mouvements. Vous voyez? Par exemple, en faisant des mouvements de telle façon que, c'est-à-dire des mouvements ici, elle secoue comment dirais-je, elle secoue la surface qui contient les grains séparés avec les déchets, elle va les secouer vers le haut. Pourquoi? Parce que si on va faire ce mouvement de secouer les graines lourdes vont rester au-dessous et les graines légères vont voler vers le haut. Vous voyez? Donc, on peut les séparer. C'est-à-dire, donc, on a les déchets qui vont c'est-à-dire monter vers le haut et les graines vont rester en bas. Donc, vous voyez qu'on fait une séparation entre les deux classes, entre la classe des graines, les bonnes graines, et entre la classe des déchets. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, le fait de faire ce mouvement-là, on avait au début, les graines étaient dans une surface, donc c'est la dimension 2D par exemple. Le fait de faire le mouvement, c'est un volume, on a créé un volume. Donc, c'est une dimension 3D. On a la hauteur, on a créé la notion hauteur. Au début, on n'avait que le X et le Y. Puis, lorsqu'on a fait un mouvement, les déchets sont levés vers le haut. Donc, on a créé un volume. Donc, entre la surface et le volume il est de dimension supérieure à la surface. Vous voyez? Donc, c'est ça la notion de l'astuce du noyau. Bien, quel truc. C'est ça, c'est l'idée qui était utilisée pour nettoyer des grains, par exemple. Donc, séparer un tas de graines, des graines lourdes et des graines légères, ou bien des déchets légers, ou bien nettoyer un tas de riz ou bien de graines. Donc, le geste de secouer un tas de graines est la notion de projeter dans un espace vectoriel de dimension plus grande dans le contexte mathématique. Donc, vous voyez, j'ai mes graines dans un, comment dirais-je, un support, c'est-à-dire une vaisselle, c'est-à-dire de support plat. Je vais la secouer, donc je vais avoir un volume parce que les déchets vont monter vers le haut et les graines en bas. Donc j'ai un volume. Le volume, c'est une dimension supérieure à la surface. Donc, la première catégorie, elle est en haut, c'est les déchets. La deuxième catégorie, elle est en bas, c'est les graines. Mais on est dans une nouvelle dimension. Donc c'est ça le contexte, il est capté mathématiquement. C'est un comportement humain qui est capté mathématiquement et il nous a aidé à résoudre le problème
de la classification dans le cas de la SVM. Donc ça, c'est pour vous dire que les idées algorithmiques viennent toujours de comportements intelligents humains, de l'être humain, pour résoudre les problèmes de la vie. Parce que rendre une machine intelligente, c'est simuler l'intelligence humaine. Et comment on simule l'intelligence humaine? C'est avec le comportement humain. Donc ça, c'est pour inciter l'étudiant à être très observateur, parce qu'il peut améliorer un algorithme, ou bien même créer un algorithme, en observant bien sûr, le comportement humain, et bien sûr, il doit avoir le bagage théorique et mathématique qui va lui permettre de simuler le comportement humain en le captant avec des concepts mathématiques. Ça, c'est important. Très bien. Donc, je reviens ici pour terminer toujours le détail de l'aspect mathématique de la méthode de la SVM. Donc, on était dans le cas où les données sont linéairement séparables. Donc, on utilise bien sûr l'algorithme des multiplicateurs de Lagrange en résolvant le problème primal et linéaire et le problème dual, bien sûr, dans notre problème réel, bien de base qui est ça, problème d'optimisation, minimisation de la marge min W au carré sur 2 sous le y i w t x i plus b super égal à 0, c'est-à-dire les équations des vecteurs supports. Et bien, dans le cas où c'est-à-dire dans le cas où, bien sûr ici, c'est les alpha i, c'est-à-dire les multiplicateurs sont supérieurs à 0, multiplicateur de Lagrange supérieur à 0, donc les x est un vecteur support, sinon ce n'est pas un vecteur support. Bien, la fonction noyau apparaît dans la fonction objective du problème d'optimisation, on l'a vu ici. Donc dans le cas des données linéairement séparables, c'est xi fois xj. Dans le cas où c'est non linéaire, qui sont non linéairement séparables, on va utiliser l'idée de l'astuce du noyau. J'espère que vous avez compris l'idée. Donc c'est le fait de considérer, de projeter le problème dans une dimension supérieure à la dimension actuelle. Donc mathématiquement, ça s'appelle une relaxation. Donc, dans cet nouvel espace, il est alors probable qu'il existe une séparation linéaire. C'est dans le but d'avoir toujours une séparation linéaire. C'est pour ça que les SVM sont des séparateurs linéaires. Donc, comment déterminer cette fonction phi qui représente la relaxation, c'est-à-dire le fait de se projeter dans une nouvelle dimension? Donc, il y a plusieurs façons. Donc, je récapitule. Dans le cas où les données sont linéairement séparables, donc le kernel function c'est xi fois xj, c'est-à-dire le produit scalaire entre x et xj. Dans le cas où les données sont non linéairement séparables, on a le produit x et xj, mais c'est-à-dire on a la fonction kxi xj qui est déterminée avec la fonction phi. Donc pour déterminer la fonction phi, il y a plusieurs façons de la déterminer. Je vais vous citer maintenant le tableau. On va y revenir. Donc la fonction noyau, donc ici je vous donne la définition de la fonction noyau. La fonction noyau est utilisée pour calculer la distance entre le vecteur attesté x et chaque vecteur support dans l'espace de caractéristiques. Donc les résultats sont ensuite linéairement combinés en utilisant les multiplicateurs de Lagrange alpha i et ajoutés au biais b. Le résultat final h permet de décider à propos du nouveau vecteur si hi est positif, x est classé dans la position 1, si hi est négatif ou nul, x est classé dans la catégorie moins 1. Ça, c'est la fonction noyau. Maintenant, c'est le même principe dans le cas non linéaire et dans le cas linéaire. Maintenant, ça, c'est des schémas que j'ai empruntés à une référence bibliographique. Donc, par exemple, ici, ça, c'est une structure de données qui sont non linéairement séparables. Vous voyez qu'ils sont chevauchés. Donc, on n'arrive pas ici. Donc, si je voudrais créer, par exemple, une frontière, ça va être un cercle, par exemple. Et le cercle, c'est pas linéaire. Donc, comment on va faire? Donc, ça, c'est la notion des données non linéairement séparables. Vous voyez ici qu'il y a la notion de données linéairement. Ça, c'est la notion de données linéairement séparables. Et c'est-à-dire faire la différence visuellement. Donc, vous voyez qu'on a ici ça, des données non linéairement séparables. Très bien. On a ici deux variables, x1 et x2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se projeter dans un nouveau espace. Donc, on était dans l'espace 2D. Les données sont non linéairement séparables. On va se projeter dans une dimension 3D. Comment? Pour pouvoir, bien sûr, trouver la séparation linéaire. Donc, l'hyperplan. On sait qu'en 3D, c'est un plan. Ça, c'est un plan. C'est un hyperplan qui dans le cas de 3D, on l'appelle un plan. Donc, cet hyperplan, vous voyez qu'il est linéaire. Donc, on a ajouté une nouvelle dimension qu'on a nommée Z. Ce Z-là, comment il est déterminé? Bien sûr, grâce à la fonction ici, la fonction de relaxation. Phi, déterminée à travers les données d'entrée x1 et x2, est égal à x1 et x2, et on a ajouté la notion Z. Z, c'est la projection dans une dimension supérieure. Elle est déterminée par la projection dans une dimension supérieure à la dimension actuelle.
on était dans la 2D, on s'est projeté dans la 3D pour pouvoir séparer. Donc ça c'est ce que je voulais de vous dire sur le comportement de nettoyer des graines. Donc on va les secouer vers le haut. Donc vers le haut ici, on a la classe des déchets. Vers le bas, c'est-à-dire toujours dans la surface du début, on a les graines qui sont lourdes. Donc elles restent dans la surface. Et les déchets vont monter vers le haut. Donc c'est une nouvelle dimension. Ici c'est un volume. Ici c'est une surface. Vous voyez. Donc, et puisqu'on a pu trouver c'est-à-dire avec le mouvement qui est la relaxation, c'est-à-dire le mouvement il est capturé mathématiquement par la fonction relaxation phi, donc on peut tracer cet hyperplan, bien on peut le trouver pour séparer les deux catégories non linéairement séparables au début. Très bien. Ça, c'est toujours pour vous une autre capture, toujours empruntée à une référence que je vais vous donner par la suite, à la fin. Donc on a la 2D, vous voyez que les données sont non linéairement séparables. Donc on va faire une relaxation qui mathématiquement est définie comme le fait d'élargir l'espace de recherche, donc se projeter dans une dimension supérieure. Donc vous voyez ici la notion, le volume dont je viens de vous parler, on a secoué les graines, on a c'est-à-dire les déchets légers vont monter vers le haut et les bonnes graines vont rester dans la surface. La fonction, comme je viens de le dire ici, la phi de x ici, elle est déterminée par la fonction k, le kernel k, x, l ici c'est l'yi, hein, c'est l'yi, exponentielle moins x moins yi au carré sur 2 sigma. Ça, c'est des formules mathématiques de relaxation. Aussi ici, pour comprendre les formules du kernel en cas des données non linéaires, il faut comprendre la notion de projection, c'est-à-dire la notion de la fonction de relaxation pour se projeter d'une dimension à une dimension supérieure. Donc, il y a plusieurs façons, bien sûr. Je vais revenir à mon diapo. J'ai un problème technique ici. Ça va faire. Parce que la machine elle est trop chargée.